Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux et honoré de venir parler quelques moments devant vous aujourd'hui. Alors, quand j'étais jeune, moi je voulais faire des expéditions. Je rêvais, Cousteau, Jean-Louis Etienne, des grandes explorateurs et exploratrices du XXe siècle. Seulement, d'abord, ce n'est pas un métier et j'avais absolument aucune idée de comment j'allais pouvoir arriver à ça. Donc, assez classiquement, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire de mieux, à savoir organiser, planifier, gérer. Et j'ai commencé mon métier de chef de projet de manière assez classique. J'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, dans le chocolat, j'ai adoré. Et surtout dans la logistique, mon deuxième métier. Donc j'ai travaillé pour des entreprises de toute taille pour mettre en place des projets et des schémas logistiques plus ou moins complexes. Et puis un jour, j'ai eu la chance, un peu provoquée, parce que la chance ça se provoque toujours un petit peu, de rencontrer un explorateur, un vrai, comme dans les livres, Christian Clot. Et Christian montait des expéditions scientifiques depuis une dizaine d'années dans des endroits plus ou moins reculés, plus ou moins extrêmes, plutôt extrêmes quand même, tantôt en équipe et tantôt en solitaire. Un jour il me dit, tu sais Jérémy, j'ai besoin de quelqu'un pour structurer, développer des expéditions, des missions scientifiques. Notre objectif, rien de moins, ça va être de comprendre la capacité humaine d'adaptation face à des nouvelles conditions de vie. Vaste programme, et évidemment, alors il n'y a pas de budget, mais on va développer, on va trouver des partenaires, on va construire tout ça. Bon, pour moi c'était un petit peu l'alignement des planètes, alors je me suis embarqué, j'ai gardé mon travail quand même parce qu'il fallait vivre, mais très vite c'est devenu intenable, et j'ai fait le grand saut. Et depuis 8 ans maintenant, ensemble on monte des projets d'expédition à travers le monde pour mener ces travaux scientifiques. Et on a monté depuis 8 ans plus de 10 expéditions dans des milieux aussi différents et divers que la Patagonie, 800 mètres sous terre dans une grotte, etc. On va en parler un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? D'abord, on est parti de 3 constats et on a créé un institut de recherche indépendant qui s'appelle le Human Adaptation Institute. Donc, cet institut, il a un petit peu 3 piliers, 3 axes au départ de réflexion. D'abord, nous avons constaté qu'on manque de connaissances sur les comportements, les aptitudes adaptatives au moment des situations de crise vécues. Et puis que nous sommes en train de vivre 3 bouleversements majeurs, intimement liés, au niveau climatique et environnemental, au niveau des nouvelles technologies, et puis au niveau des populations et des modes de vie un petit peu plus partout sur la planète. Donc on a un besoin d'adaptation plus important que jamais. Et puis que tout, en fait, ces risques environnementaux, climatiques, etc., qui sont finalement connus depuis assez longtemps, on a peu d'outils, peu de méthodes pour changer nos fonctionnements. Et puis qu'ils ont des risques vraiment importants sur la santé mentale, humaine, physique. Donc on a vraiment un besoin urgent de comprendre tous ces mécanismes cognitifs, sensoriels et émotifs permettant les transformations avant les crises. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif et la mission qu'on s'est fixée. Et pour ça, pour répondre à ce besoin, on a travaillé sur le développement de laboratoires en situation réelle, et non pas donc justement en laboratoire, donc de situations expérimentales, que sont des expéditions, en particulier, de recherche dans des conditions complexes. Notre méthode, elle est fondée sur un principe assez simple. On fait une cartographie avant le vécu, on récolte des données pendant nos expéditions, pendant nos projets, et puis ensuite on fait un bilan après, et l'ensemble nous permet de travailler sur la compréhension de la capacité d'adaptation humaine, alors que ce soit au niveau individuel comme au niveau des groupes et des adaptations sociales, qui sont un petit peu plus mon travail en tant que chercheur. Pour ça, on s'est adossé à un certain nombre de partenaires, d'instituts de recherche très diversifiés, en France, en Suisse aussi, pour que chacun puisse en fait apporter une brique
une brique, que ce soit en physiologie, en cognition, dans les émotions, dans tout ce qui est technologie aussi, parce qu'on a besoin énormément d'outils pour prendre des mesures sur le terrain aujourd'hui, et ça reste encore quelque chose de très compliqué, surtout dans les conditions extrêmes dans lesquelles on est. Et ça nous a permis de monter différents projets ces dernières années. Donc effectivement, Deep Time dans une grotte, on va en reparler, hein, je passe un petit peu rapidement pour l'instant, mais pendant 40 jours, une expédition avec 15 personnes, menée par Christian Clot, enfermée sous terre dans une grotte, donc dans un milieu naturel, sans accès ni à la lumière du jour, ni à une quelconque information temporelle. On travaille donc sur des expéditions en milieu extrême, en milieu climatique extrême, pour comprendre la capacité d'adaptation à ces milieux climatiques. Donc avec une première mission en 2016-2017, et puis là en ce moment, on est en plein dedans, une expédition qui s'appelle Deep Climate, donc avec 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes qui sont en train de traverser 3 milieux climatiques différents, un désert. Ils viennent de rentrer de Laponie pour un milieu froid, et ils vont bientôt partir dans le désert. Ils sont partis d'abord en Guyane française, en Amazonie, pour un milieu chaud et humide, et puis ils vont terminer par le désert là dans moins d'un mois. On travaille sur les questions migratoires et sur les problématiques de la liberté également, préalables à toute adaptation. Et puis, ces travaux, ces recherches, on les restitue et on essaye de les transmettre, alors de plein de manières différentes, auprès des entreprises avec lesquelles on travaille et auprès lesquelles on intervient, donc que ce soit par des formations, des ateliers ou des études, des recherches avec et pour leurs collaborateurs, et puis aussi auprès du grand public avec peut-être ce qui est un peu plus visible, des livres, des films, des récits, donc du partage, pour aussi donner les clés de manière peut-être un petit peu plus vulgarisée de ce qu'on fait sur le terrain. Mais avant d'arriver à ça, donc avant d'arriver à une expédition là, comme ça, donc première étape de Deep Climate il y a 5 mois, donc en décembre, avec 20 personnes, 10 femmes dans la jungle pendant 40 jours, pour essayer de comprendre comment on est capable de s'adapter à ce milieu, cet environnement tropical, isolé de tout, en autonomie. Eh bien, il faut passer par un petit peu de logistique. There's so much that you can do, but you don't know what you want to do. So much to do, so much to do, so much to do, so much to do. Sail the sea, ride the air, search the forest, perhaps you'll find her there, so much to do, so much to do. Donc une expédition, c'est un moyen de progression. Est-ce qu'on va être à ski, sur des rafts, est-ce qu'on va marcher dans la jungle? Voilà, c'est un système d'alimentation, de nourriture. On n'a pas besoin des mêmes calories, des mêmes aliments quand on est dans le désert que quand on est au fin fond de la Sibérie. On a besoin d'un système de couchage, de bivouac. Donc là aussi, on peut être dans des hamacs, on peut être dans des tentes. Chaque milieu, chaque environnement, en fait, chaque expédition qu'on projette nécessite finalement de penser une logistique différente et une organisation complètement différente, et toujours dans des milieux difficilement accessibles, très reculés, très éloignés de tout ce qu'on peut trouver, puisque nous, c'est un petit peu notre objectif. Donc on se retrouve à travailler dans des situations parfois complexes, comme là où il faut acheminer à peu près 200 kg de matériel au fin fond des monts Verkhoyansk en Sibérie. Alors, vu d'ici, c'est presque l'air simple. Et puis, en fait, quand on arrive sur le terrain, on a toujours beaucoup de surprises, notamment, là, en l'occurrence, des courants chauds qui circulent sous la glace et qui peuvent créer des trous d'eau à n'importe quel moment. Donc, il faut des experts de terrain, il faut s'appuyer sur des compétences.
Et puis on se retrouve aussi à travailler, voilà, comme là, il y a 2 ans, lors de Deep Time, à 0 degré, à l'entrée d'une grotte, pendant que toute l'équipe est à l'intérieur. Donc voilà, des conditions pas toujours confortables. Donc il faut passer par de la logistique, par de la gestion de projet. Et puis moi j'ai été à l'école beaucoup, hein, j'ai 2 masters, un doctorat, je me suis dit c'est parfait, la gestion de projet, ça me connaît. Je vais prendre le manuel du PMI et puis je vais l'appliquer. Donc ça va bien se passer. Alors je commence et évidemment il n'y a rien qui marche. Je patauge, ça ne fonctionne pas. Il faut dire qu'il y avait un problème dans l'énoncé. Un logisticien, ça organise, ça planifie, ça ordonne. Et une expédition, c'est tout le contraire. C'est l'inconnu, c'est l'exploration, c'est la découverte. Donc bref, c'est l'équation impossible. D'abord, on n'a pas de ressources financières, très peu. Tout passe dans le matériel et les transports. Une expédition à l'autre bout du monde, ça coûte cher, très cher, beaucoup trop cher. Et qui dit pas de ressources, pas d'équipe. Donc je me suis retrouvé à la fois gestionnaire de projet, logisticien, opérateur, et je subis un manque de temps chronique. Chaque expédition, elle est nouvelle. Ok, on capitalise sur l'expérience, mais en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc on doit imaginer, planifier. Il faut tout changer 2 jours après parce que finalement, on n'a plus l'autorisation de passer par tel endroit et il faut passer par l'autre, etc. Donc on est en perpétuelle adaptation, et donc on est dans l'incertitude. Et dans un monde complexe, pas compliqué, mais vraiment complexe, moi, en tant que chef de projet, j'aimais bien le compliquer. Pour faire, il y a des dizaines de paramètres, on crée des schémas. Pour donner une image locale, hein, la montre, c'est compliqué. Il y a plein de mécanismes. Et puis, si je vous le donne à démonter avec un manuel pour la remonter, vous y arriverez. Alors que là, on est dans l'incertitude, il y a de l'aléatoire et il n'y a pas de procédure. Donc, on ne maîtrise pas tous les facteurs. Et puis, on travaille dans des situations extrêmes avec des enjeux forts, donc ce qu'on appelle des situations paroxysmiques, hein, où on voit en très peu de temps des comportements humains qu'on observerait peut-être sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, en 15 jours, 30 jours, 40 jours, on observe des situations très fortes parce qu'on est poussé au bout. D'abord, il y a un risque vital, et parce que quand on est confronté à ces environnements, il y a un risque vital. On est sous haute intensité, donc avec une charge cognitive et une perte de repères vraiment importante. Et puis on subit des crises à répétition. Juste pour vous en donner un aperçu, ces 2 derniers mois, j'ai géré à distance 2 évacuations sanitaires, une grève de transport en Finlande, un truc que je n'aurais jamais pensé que ça existait. et voilà, et j'en passe rapidement. En 2016, on a démarré une mission en solitaire avec Christian, donc qui s'appelait Adaptation, tout simplement. Et il n'y avait vraiment pas de mode d'emploi, c'était un projet unique, et unique pour 2 raisons. D'abord parce que c'était 4 fois 30 jours, 4 traversées dans 4 milieux extrêmes, sur une durée totale de 7 mois. Donc si vous faites le calcul, en fait il n'y a que 15 jours entre chaque expédition. Et donc on n'a pas monté une expédition, mais en fait on en a monté, c'est déjà compliqué une, hein, mais on en a monté 4, distinctes et successives. Pour chaque milieu, chaque départ, chaque entraînement, en fait, c'est tout un dispositif qui doit être réglé comme du papier à musique, parce que au moindre accroc dans le process, ça remet tout en cause, et toute la succession, toute la chaîne derrière. Entre parenthèses, je pense que ce projet, il était possible encore en 2016-2017. Aujourd'hui, compte tenu des bouleversements post-Covid et autres, je pense qu'on ne serait plus capable de le monter, tellement la complexité des chaînes logistiques, du monde dans lequel on évolue, a énormément évolué. Et d'ailleurs, nous, on le vit aujourd'hui avec Deep Climate, avec la mission qu'on est en train de monter avec 20 personnes, on est déjà sur le fil de la corde. Donc, c'est un projet unique aussi par sa complexité. On avait donc 4 climats, 5 modes de déplacement, 4 systèmes de couchage, 4 régimes alimentaires, 4 équipements totalement différents, des interlocuteurs dans 6 nationalités, dont des Iraniens et des Russes, que j'aime beaucoup, mais c'est pas toujours simple, et des 6 systèmes administratifs et juridiques. Et là, peut-être que déjà, vous voyez qu'on n'est peut-être pas si éloigné que ça dans nos modes de fonctionnement, à l'exception que, entre vous et nous, normalement, vous n'avez pas d'enjeu vital dans vos organisations, et en tout cas, j'espère. Voilà. Alors, quand on a dit ça, que mon gros manuel, là, ça ne fonctionnait pas, comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ?
En 2020, on est en pleine crise de la Covid, avec des confinements successifs, et on devait partir avec nos 20 équipières et équipiers là, pour vivre Deep Climate, c'est 4 fois 30 jours, 4 milieux extrêmes, etc. Là, j'y reviendrai. Mais c'était impossible parce qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, on ne pouvait pas fonctionner. Donc on a monté une expédition alternative qui s'appelle Deep Time. Voilà, donc vous avez peut-être entendu un petit peu parler, alors je suis désolé, la grotte c'est sombre, et alors là, si du coup on n'a pas trop de contraste. Voilà. Donc c'était l'objectif de faire 40 jours sous terre pour vraiment comprendre en fait la capacité d'adaptation quand on nous enlève tous nos repères temporels. C'est important en tant que chef de projet, le temps. On y reviendra aussi. Donc 40 jours sous terre pour immerger cette équipe sans aucun repère temporel et pour voir comment elle va s'adapter à la fois d'un point de vue cognitif, comment elle va percevoir le temps, comment elle va être capable de se projeter, et puis aussi comment l'équipe va être capable de se coordonner et de travailler alors qu'on lui a retiré cette information, cette notion essentielle. Un des éléments fondamentaux, le temps, avec un groupe, dans un milieu naturel, sans contact avec la surface. C'est Deep Time qui est né. Alors on a de la chance, on a travaillé dans une grotte extrêmement vaste, une des plus vastes d'Europe. Donc le réseau de Lombrive en Ariège, dans les Pyrénées françaises. Et pour monter ce projet, normalement un projet comme ça, il aurait fallu 2 ans pour le monter. Et puis là on avait 4 mois. Donc il a fallu trouver des solutions. Des solutions pour acheminer près de 4 tonnes de matériel à l'intérieur de la montagne, dans la grotte, qui est à 800 mètres en fait de l'entrée. Et tout doit passer par un petit boyau qui fait 90 cm de haut sur 90 cm de large. Donc pour ça, il nous a fallu une équipe. Une équipe qui allait être capable de porter, acheminer tout ce matériel, l'installer, construire une base de vie et vraiment être en mesure de pouvoir faire vivre toute l'équipe pendant 40 jours à l'intérieur de cette grotte. Et puis, en plus, avec des choses qui sont pas toujours très très amusantes, parce que un des travaux de l'équipe, c'est de sortir en fait tous les déchets, y compris les WC, tous les jours de la grotte. Donc voilà. Concrètement, j'ai pas les moyens, et pourtant il va falloir engager, créer du sens, motiver l'équipe, faire venir près de 100 personnes bénévolement et les fédérer autour d'un sens vraiment fort. Et pour ça, il nous faut à la fois une équipe qui soit forte et puis un leader, un visionnaire qui soit capable de transmettre en fait un futur désirable à toute cette équipe. Ensuite, mon travail, ma charge à moi, c'est de créer finalement une nébuleuse de compétences, une communauté de pratiques autour de cet objectif commun et partagé. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit nécessairement partager la même intentionnalité, mais finalement, ils doivent avoir une motivation commune. Alors, la différence entre la motivation et l'intentionnalité, si vous voulez, l'intentionnalité, c'est la motivation profonde, individuelle, c'est celle sur laquelle on ne peut pas influencer, on ne peut rien faire en tant que chef de projet. Il faut juste s'assurer que cette intentionnalité, elle soit en phase avec les valeurs et les objectifs du projet. En revanche, la motivation, elle doit être commune, et c'est cet objectif commun et partagé. Ici, il s'agissait de rendre possible, pendant 40 jours, l'immersion de ces 15 personnes hors du temps, pour la recherche scientifique. Ça n'avait jamais été fait. C'était une première mondiale, et on l'a fait grâce, en l'occurrence, à la vision qu'avait Christian sur ce projet. Ensuite, je dirais que il nous faut une équipe projet, et quand
je cherche à construire une équipe, je ne cherche pas forcément les meilleurs, mais je cherchais plutôt les meilleurs complémentaires. Parce qu'il faut essayer de créer des synergies. Des synergies, et parce que les surprises, elles viennent souvent des membres de l'équipe sur lesquels on ne parierait pas. Je fais une petite digression, donc après Deep Climate et finalement 6 ans de travail, on arrive à lancer notre triptyque d'expédition, Deep Climate. Donc au début c'était 4 et puis finalement 3 expéditions. Là aussi on s'adapte dans les climats. On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Qu'est-ce que l'impact d'un milieu aussi difficile que ça va avoir sur nos fonctions cognitives? C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est la traversée des 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Des espaces d'abord splendides, qui nous font rêver, mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Je suis pas sûr que je savais ce que ce serait d'avoir si froid. Et apprendre comment l'humain peut évoluer et exister dans ces milieux. C'est des dizaines, des centaines d'émotions. J'y suis! Oh yes! Ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir comment en fait leur cerveau va s'adapter. Également des aspects liés à la motivation des individus. Voilà. Et dans l'équipe, donc on a 20 personnes très différentes. On a une bijoutière, on a un fonctionnaire du ministère de la Recherche, on a une psychologue, on a une matelot, un garde de sécurité, un garde du corps, etc., un médecin, une infirmière, bref, on a des gens qui sont très très différents. Mais dans cette équipe, on a aussi une équipière avec qui c'est compliqué, difficile. Elle questionne tout, a du mal à apprendre, à acquérir les automatismes, les procédures, etc. Et donc pendant 5 ans, toute l'équipe qui nous dit « Non mais vraiment, cette personne, c'est compliqué. Jérémy, tu comprends, ce serait bien si on arrivait à pouvoir trouver quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'on ne va pas vraiment dans le même sens, etc. » Et nous, on a l'intime conviction que cette personne, elle va se révéler le moment venu. Et décembre 2022, c'est le départ. On arrive en Guyane et évidemment, comme toujours en expédition, rien ne se passe comme prévu. Les courants sont beaucoup plus forts que les courants de la rivière qui doivent remonter en raft sont beaucoup plus forts que prévu. Donc la progression est très lente. Le groupe peine à trouver un rythme parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le projet. C'est complexe. Et là, contre toute attente, celle contre qui tout le monde aurait parié, elle va démultiplier des efforts de cohésion. Elle va donner son eau quand il n'y a plus personne qui en a et que tout le monde a soif. Elle va créer de la bonne humeur. Elle va seconder le chef d'expédition. Elle va vraiment l'appuyer comme jamais. Et elle va se révéler une excellente couturière et pour pouvoir réparer tout le matériel. Et honnêtement, quand vous êtes dans la jungle et que vous avez des accros en permanence, que tout est trop, etc., la couturière dans l'équipe, c'est presque ce qu'il y a de plus important. Donc, la conclusion de ça, c'est vraiment qu'on doit sous-estimer personne et que parfois dans nos équipes projets, on a des ralentisseurs, on a des personnes qui nous tirent, pas forcément dans le sens opposé, mais dans un sens différent. Et si cette personne, elle n'est pas en opposition avec les valeurs du projet, alors on ne doit pas les laisser sur le côté du chemin, on peut les emmener et on ne sera pas déçu. Et sincèrement, on n'a pas été déçus. Donc, voilà, il nous faut une équipe soudée, il nous faut des profils très différents. Il nous faut aussi faire en sorte que cette équipe, elle se coordonne. Alors, je reviens à Deep Time, et sur le papier, la coordination, c'est impossible. Les conditions ne permettent pas du tout de travailler ensemble, et pourtant, ils l'ont fait. Il y avait, encore une fois, pas de temps, pas de montre, aucun moyen de se dire demain matin, on se donne rendez-vous pour travailler à telle heure, parce qu'ils avaient plein de tâches à faire. D'abord, ils avaient des tâches pour vivre, il fallait produire de l'électricité, aller puiser de l'eau, organiser la nourriture, le campement, etc. Puis ils ont plein de protocoles scientifiques à faire. Et en plus de tout ça, ils ont l'inventaire géophotographique de la grotte, ils ont tout un tas de travaux qui demandent d'être plusieurs.
Et donc, vraiment, on se dit, mais comment ça va être possible? Parce que nous, notre travail de chef de projet, c'est fixer des horaires, de planifier, d'organiser sur la base du temps. Et là, ils n'ont pas ce temps. Enfin, ils ont beaucoup de temps, mais ils n'ont pas de mesure de ce temps. Ce que nos recherches montrent, puisqu'on a étudié les différentes heures de coucher, de réveil, etc., c'est que biologiquement, finalement, personne ne se synchronise. Aucun d'entre eux n'arrive à se mettre sur le même rythme toute la première partie de l'expédition. Les gens vont se coucher, ils se lèvent, c'est complètement déstructuré, complètement désorganisé. Il n'y a pas de synchronisation biologique de l'équipe. En revanche, au fur et à mesure qu'ils vont trouver des dispositifs de coordination, qui vont se mettre en marche, en fonctionnement, à travailler ensemble, eh ben on va avoir une coordination qui va se faire sur la base de l'activité sociale. Donc pas biologique, mais sociale. Et ça au début, voilà, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de vie, beaucoup d'effervescence en fait dans la grotte. Et on a observé en fait les orientations sociales globales au sein de l'équipe. Et donc, au tout début, ça va progressivement augmenter. Ils vont être de plus en plus dans un système d'orientation, de vie, etc. Puis d'un coup, vous voyez, ça chute énormément. Sur plusieurs cycles, ils vont être extrêmement bas. Chacun va se replier sur lui-même et va être dans une phase de coordination beaucoup moins intense. Ils se fatiguent, ils ont froid, ils n'ont pas faim, parce que ça, ils n'ont jamais eu faim, mais ils ont froid, il fait très humide, il fait 10 degrés, 100% d'humidité en permanence, il y a tout qui pourrit. Alors quand on regarde les journaux de bord, ils nous disent « le matériel se dégrade », etc. Ils n'ont même pas le sentiment qu'eux-mêmes, en fait, subissent exactement la même chose. Et donc il faut, ce que je disais tout à l'heure, redonner du sens à un moment donné. Et ça, c'est le rôle du leader, de réexpliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, de chacun de redonner l'objectif commun, partager cette motivation. C'est ce que fait Christian sur cette image. Et puis, on observe que progressivement, ils vont remettre en place des routines, des structures, une capacité de coordination et des travaux communs où ils vont réussir à se remettre en dynamique et en fonctionnement. Et ça, c'est ultra positif parce que ces routines qu'ils vont créer, elles vont leur permettre finalement de structurer leur activité, de structurer leur vie, de sortir de cette phase d'apathie finalement qu'ils avaient pu expérimenter. Et puis, on a pu voir une nette amélioration de toutes les constantes, ce qui nous a fait émerger un modèle en fait de la coordination dans ce type de situation, avec 4 phases. Une phase où au début, effectivement, on a une très forte activité parce que il y a une intense coordination, il faut mettre tout en place, tout est nouveau, tout est à découvrir. Puis une sorte de démotivation profonde, une perte de sens qui peut être jugulée par l'impact avec un leadership adapté et une nouvelle dynamique, et qui va permettre de recréer progressivement des poches de coordination. Et je pense que par rapport à ce que vous voyez là, vous n'êtes pas si loin de ce que vous pouvez vivre dans des phases de projet différentes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important me semble de mettre en perspective. Et puis, peut-être dernier point qui me semble important, c'est d'essayer de ne pas opposer action et temps. La coordination, on vient de le voir, elle a besoin de temps pour se structurer. Et en tant que chef de projet, nous, on veut toujours accélérer le temps. On veut toujours aller plus vite. Parce qu'on nous le demande. Et puis, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais nos équipes, elles ont besoin de temps pour se structurer,
finalement pour faire société, un petit peu comme dans cette grotte où ils ont mis 40 jours pour créer un système de vie fonctionnel. Donc, du temps pour faire société. Et ce qui est important, c'est peut-être pas de jouer sur l'accélération permanente, mais plutôt de jouer sur le rythme. C'est peut-être pas la compression du temps qui compte, mais l'alternance entre différentes temporalités. Savoir accélérer quand c'est la tempête, soit pour l'éviter, soit pour réagir, mais aussi savoir ralentir pour faire corps, pour se souder, pour créer un lien différent, et puis parfois prendre le temps de déjeuner tranquillement alors qu'on est à 800 mètres sous terre et que tout est hostile a priori. Voilà, le chemin de manager de projet, de chef de projet, il est parsemé d'embûches. Nous, avec nos expéditions, on essaie de mieux comprendre comment s'adapter au monde en devenir, mais aussi à se former. Donc voilà, pourquoi pas le faire ensemble. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Un tout grand merci pour cette passionnante présentation. Et du coup, nous avons du temps pour des questions. Donc, je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des questions. Sinon, en tant que bon modérateur, j'en ai prévu une, mais il y en a une, je vous en prie. Ne bougez pas, j'arrive avec le micro. Merci beaucoup pour cette présentation enrichissante. Je m'en demandais, vous avez dû acheminer beaucoup de matériel scientifique pour faire des mesures sur les fonctions cognitives, etc. Est-ce que vous avez pu dégager des résultats intéressants qui montrent l'adaptation cérébrale en fait à ces conditions extrêmes? Alors, merci pour votre question. Alors, moi, je ne suis pas chercheur en cognition, donc je ne suis pas toujours le plus à même pour parler des résultats sur le cerveau. Cependant, il y a des choses, effectivement. Donc, d'abord, d'un point de vue cognitif, la manière dont on travaille, ce sont plutôt des IRM avant chaque expédition, finalement, chaque mise en situation, et puis ensuite des IRM après, ce qui permet en fait de faire une cartographie avant-après, de comparer en fait les zones du cerveau qui ont pu évoluer finalement à un temps relativement court, parce que là on parle de 40 jours, donc 40 jours c'est très court. Et nos premiers résultats sur ces travaux, c'est qu'il y a des changements. Donc en fait, la plasticité cérébrale est importante et le cerveau est capable de se reconfigurer, donc soit de créer de la densité de matière, soit au contraire de s'atrophier sur certaines fonctions en si peu de temps, en 40 jours. Donc c'est à la fois extrêmement intéressant, c'est à la fois un énorme espoir, d'un certain point de vue en termes de capacité d'adaptation de l'humain, et puis aussi c'est très questionnant sur la nature des impacts qui peuvent nous toucher finalement sur des crises ou des systèmes de changement très forts et très brusques et très soudains. Donc, et c'est maintenant, dire que jusqu'à il y a 5-6 ans, on n'était même pas sûr de ça en fait, et maintenant on sait que sur ces 40 jours on l'observe. Donc voilà, les zones de mémoire, les zones de prise de décision en particulier, qui sont affectées. Voilà, en plus ou en moins, par exemple dans la grotte, ils ont les zones de mémoire, notamment la mémoire à court terme qui a été énormément affectée, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qui était nécessaire et indispensable pour leur vie. En revanche, justement, sur la prise de décision, la complexité, là, ils ont travaillé dans un environnement obscur avec très peu de lumière, avec un besoin de vigilance très important, parce qu'on peut vite glisser, tomber, se faire mal, etc. Donc tout ça a été, on observe un développement. Voilà. Arrive. Alors, nous, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'être le plus représentatif possible de ce qu'est la société aujourd'hui. Donc, encore une fois, avec des profils vraiment très différents, socio-professionnels très, très différents. Évidemment, ils ont tous quelque chose en commun, et c'est ce que je disais, c'est ce qu'on cherche, c'est cette motivation commune. Après, chacun est venu pour des raisons très différentes. Certains ont envie de vivre une expérience de groupe, d'autres ont envie de vivre, de se dépasser, d'être dans l'aventure, l'exploration. D'autres ont envie de se dépasser eux-mêmes et d'aller au bout finalement. Donc
plein d'intentionnalités très différentes. Par contre, une même motivation quand même, c'est de faire avancer la science, la recherche, la connaissance. On a, sur le projet là, on a plus de 1000 prises de contact, 500 candidatures. Et donc en fait, on avait un panel très très large et très vaste en fait, avec un vrai processus de recrutement. On utilise un petit peu les mêmes grilles que ce qu'on utilise soit pour les sélections d'astronautes avec l'ESA, soit dans les bases polaires par exemple, type Concordia et autres en Antarctique. Voilà, en termes de processus de recrutement, donc il faut après aussi avoir, évidemment, être en bonne santé physique et mentale, et puis correspondre à certains critères d'inclusion pour les protocoles scientifiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question par rapport aux équipes. Si j'ai bien compris, il y a quand même 2 équipes. Il y a l'équipe des participants à l'exploration. Et puis, j'imagine que vous êtes entouré aussi de personnes qui vont vous aider à organiser. Et quand vous parliez de la sélection de l'équipe, vous parliez plus des équipes qui sont, enfin, de l'équipe qui est au cœur de l'exploration. C'est bien ça. Donc ma question, c'est vous, comment vous sélectionnez les personnes qui vont vous accompagner, qui vont faire partie de votre équipe à vous et qui vont vous aider à l'organisation? Oui, tout à fait. Il y a vraiment ces deux aspects. Il faut toujours imaginer, en fait, on a comme quand on part sur la Lune, quoi. Hein, il y a quelques astronautes, et puis après, il y a énormément de monde qui organise, etc. Donc ça, c'est toujours la face visible de l'iceberg, et puis voilà, tout le reste. Donc là, c'est là où je dirais, alors, le critère des complémentaires, pour moi, il reste essentiel. C'est-à-dire que plus que, encore une fois, les meilleurs dans leur domaine, moi, je cherche plutôt à construire des équipes qui soient complémentaires en termes de compétences techniques, de caractère, de gens qui vont remettre en cause, pas trop de gens qui vont tout remettre en cause, mais quand même quelques personnes qui soient capables de s'opposer, de remettre en cause, de questionner ma vision du projet, la manière dont on va arriver quand on va partir d'un point A pour arriver à un point B. Et puis, la particularité là, c'est qu'encore une fois, la plupart de nos projets, hein, on travaille avec des équipes bénévoles. Donc, moi, j'ai besoin de gens qui ont envie de se dépasser et qui ont envie finalement de donner quelque chose. Donc, c'est pour ça que je revenais sur vraiment cette notion de motivation et de sens. Et après, voilà, c'est notre travail, hein, d'emporter tout le monde, de leur faire vivre des moments exceptionnels, etc. Parce que, voilà, c'est hors du commun, c'est exceptionnel. Mais bon, quand il faut, pendant 2 semaines, tous les jours, 10 heures par jour, faire des allers-retours, monter la montagne à pied avec 30 ou 40 kilos sur le dos, etc. Bon, c'est un investissement qui est fort. Donc, voilà. Moi aussi, je l'ai choisi en bonne santé physique. Mentale, c'est moins important, mais en bonne santé physique. Voilà. Non, et donc, voilà, vraiment les complémentaires. Et puis cette forte motivation. Ouais. Merci pour votre présentation. Vous avez donné un exemple d'une personne qu'on ne faisait pas d'unanimité dans le groupe. Ouais. Finalement, ça avait été très importante dans l'institut. Vous avez d'autres exemples d'une personne qui faisait l'unanimité et qui s'est révélée, on va dire, plus problématique dans l'institut. Comment le groupe l'a géré et surtout, est-ce que vous avez déjà, en tant qu'organisateur, en tant que pilote de l'expédition, vous avez pu intervenir justement pour ne pas mettre en défi une mission qui a des impacts plutôt derrière? Ouais, c'est une bonne question. On est en off. C'est bon. Alors, si on reprend l'exemple de la Guyane, là, de notre mission qui vient de se dérouler, c'est vrai qu'on est parti avec une équipe. Ça faisait 6 ans qu'ils nous accompagnaient, qu'ils étaient investis dans le projet. Ça génère beaucoup d'attentes. Évidemment, parce que voilà, le projet a été repoussé 2 fois. Une première fois, un partenaire qui nous abandonne. Une deuxième fois, la crise du Covid. Alors certes, on a fait deep time entre-temps, mais c'est pas la même chose. Les gens se sont projetés dans une idée, dans un projet, etc. Et donc, voilà, beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie, et ainsi de suite. Et puis, sauf qu'en 6 ans, le projet, il a évolué. Et puis, eux aussi, chaque participant a évolué.
dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa façon de voir le monde, et puis comme il s'est passé beaucoup de choses aussi, chacun a un peu changé son angle de vue. Et on s'est retrouvé dans une situation avec une personne en particulier qui n'était plus du tout en phase en fait, avec les valeurs du projet, ni avec ce qu'on portait, ni avec... Voilà. Alors, c'est toujours difficile a priori de dire bon bah toi tu pars pas, ça fait 6 ans que tu es engagé, etc. Voilà. Donc, on avait un gros warning quand même, en disant attention ça va être compliqué, donc on a essayé de parler, de discuter avant, de baliser. Bon, sur le terrain ça s'est évidemment pas très bien passé, donc là pour le coup c'était un ralentisseur mais vraiment dans le sens opposé, pas quelqu'un qui essayait de partir dans un chemin différent mais vraiment quelqu'un qui essayait de partir en arrière. Et donc là oui il faut intervenir. Là, il faut intervenir parce qu'en fait, on n'est plus aligné sur la manière dont on va fonctionner. Et donc, alors, tant qu'on est dans la phase, entre guillemets, de crise, c'est-à-dire là, l'expédition à proprement parler, je dirais, il y a quand même un enjeu vital, il y a une notion de... Il faut arriver au bout de toute façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu de la jungle et puis on plie tout, c'est terminé. Il faut aller au bout. Donc là, on arrive à aller au bout parce qu'on est dans cette période où, finalement, un peu dans ce tunnel où il faut y arriver. Et puis par contre, quand on arrive à l'issue, on est obligé de se mettre autour de la table et puis de convenir d'un commun accord. Et puis là, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement. Parfois, ça peut se faire plus difficilement, hein, mais là, en l'occurrence, ça s'est fait assez naturellement en se disant maintenant, c'est le moment de se séparer parce que de toute façon, on n'arrivera pas à construire quelque chose après. Donc, on a eu 4 départs après la première expédition. Alors, chacun pour des raisons très différentes. Un qui a réalisé que ce n'était pas du tout ce qu'il était venu chercher, donc voilà, bon, c'est comme ça, comme dans toutes nos équipes, hein, on arrive à des gens qui s'investissent et puis qui finalement se rendent compte que ça ne leur convient pas. Voilà, mais vraiment une personne très en difficulté, complètement désalignée par rapport aux valeurs, et puis nous du coup assez compliqué à gérer parce que quand c'est quelqu'un qui tire la motivation vers le bas, c'est très difficile. Et donc on a vu dans l'équipe un changement phénoménal entre le moment où cette personne est partie et du coup l'expédition suivante là, qui vient de se terminer en Laponie, avec une dynamique mais complètement différente en termes d'équipe, une cohésion qui s'est reformée et en fait l'ensemble du groupe finalement a pris conscience. Nous on le voyait, on l'observait de l'extérieur, on ne pouvait pas prendre de décision avant, mais l'ensemble du groupe a réalisé que voilà, il y avait quelque chose qui les avait, quelqu'un en l'occurrence, qui les avait énormément freinés dans leur capacité d'évolution, de progression, d'adaptation aussi, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous tire dans le sens inverse, ça demande 2 fois plus de ressources. Et donc là, on vient de terminer une mission formidable. Voilà. On a encore de la place pour une question courte avec une réponse pas trop longue. Du coup, je prends le premier qui était devant moi, désolé, mais allez-y. Lorsque vous avez présenté un projet en 2016, je crois que c'est Diprimé, vous avez dit qu'aujourd'hui, ça serait quasiment impossible d'organiser un petit peu. Est-ce que vous avez un exemple concret de ce qui a changé vraiment par rapport à 2016 et qui rend la vie difficile? Alors, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu. À l'époque, on a fait 4 fois 30 jours avec 15 jours de battement entre chaque expédition. À l'époque, on arrivait à planifier 7 mois à l'avance des billets d'avion, des situations dans le pays, etc. On devait reproduire cette même expédition donc, cette année, dans ces 4 milieux. Donc les pays, c'est simple, c'était Brésil pour la jungle, l'Iran pour le désert, la Patagonie pour les milieux versatiles, et puis la Russie pour le milieu froid. Donc c'est sur la dernière année qui vient de s'écouler, donc en fait au mois de juillet de l'année dernière, l'Iran, on avait tiré un trait dessus depuis longtemps, c'était plus possible, plus accessible. Le Brésil, on arrivait aux élections présidentielles au Brésil, objectivement, j'aurais pas mis 1 euro sur le projet dans cette situation avec tous les risques qu'il y avait, qu'on revive un Capitole bis ou pire. La Russie, c'était terminé depuis 6 mois. Bon, bref, il a fallu tout rechanger. Vraiment, je crois que ce qui s'est profondément transformé, c'est l'instabilité générale, je dirais, du monde, qui nous permettait de nous projeter dans des zones et sécurisées et de manière assez facile en avion. Là, il faut quand même transporter à chaque fois des quantités de matériel assez importantes. Et ça a quand même vraiment volé en éclats. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à dire dans quelle
zones on peut aller travailler sans refaire comme on faisait par exemple 15 ans en arrière où on partait sur une durée assez longue, donc on avait souvent 3 semaines de préparation sur le terrain au départ pour gérer les aléas. Là, ce qu'on a vécu en Laponie, donc on envoie un camion de matériel, donc avec quand même il y a plus de 100 kg de matériel par personne, là, hein, donc 2 tonnes et demie de matériel en camion. Il reste bloqué au port de Tallinn, il est resté bloqué 3 semaines. Parce que c'était la grève en Finlande, et puis tous les jours ça s'empirait, etc. Enfin, la grève en Finlande, vraiment, plus de chances qu'il y ait un tremblement de terre, quoi. C'était assez vraiment improbable et ça faisait pas partie de la cartographie des risques qu'on avait faite au départ, clairement pas. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est devenu très difficile et nous ça nous oblige à repenser vraiment notre mode de fonctionnement pour l'avenir. Un tout grand merci. J'imagine qu'il y a encore plein de questions. Moi-même, j'en ai plein aussi, mais on va devoir clôturer parce qu'il y a les prochains ateliers qui démarrent. Donc, Jérémy, un tout grand merci. Merci à vous. Un petit présent. Ne partez pas trop vite. Merci un petit présent pour vous remercier. Merci. Et bon courage pour le retour parce que